Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire dédié au don de plasma. Alors, nous sommes pour le moment une quarantaine de personnes connectées. Je vous propose d'attendre encore 1 ou 2 minutes, le temps de laisser le temps à tout le monde de se connecter. En attendant, je vais vous exposer quelques modalités pratiques sur l'organisation de ce webinaire. Je me présente tout d'abord, je suis Mélanie Diel, je suis chargée de communication à l'établissement français du sang. Nous allons être ensemble pendant une petite heure pour ce webinaire. Ça va se dérouler en trois grandes parties. En première partie, nous aurons le docteur Catherine Umbrecht, qui est la directrice médicale de l'établissement français du sang Grand Est, qui nous expliquera ce qu'est le plasma, quels sont les enjeux du plasma. Pour illustrer ces enjeux, on vous diffusera ensuite une vidéo témoignage d'Elona et sa maman. Donc Elona, c'est une petite fille qui a une maladie et qui reçoit des médicaments dérivés du plasma. Ensuite, en deuxième partie, nous aurons le docteur Christophe Forny, qui est responsable adjoint des prélèvements de l'EFS Grand Est, qui vous expliquera comment se passe un don de plasma concrètement, qui peut donner ou donner. Nous aurons ensuite le témoignage de Marie-Charlotte qui partagera son expérience de donneuse de plasma. Et enfin, en dernière partie, ce sera un temps d'échange, un temps de questions-réponses. On a Carole qui est responsable de la communication Grand Est qui, tout au long de ce webinaire, se chargera de recenser vos questions via la conversation. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On y répondra avec plaisir à la fin des présentations. Dernier point pratique, ce webinaire est enregistré. Un lien replay vous sera envoyé demain. Donc, vous pouvez le voir, le revoir et surtout le partager avec le lien qu'on vous enverra. Voilà pour les modalités pratiques. Je vois que des personnes nous ont rejoints entre-temps. Je vous propose de démarrer dès maintenant. Je laisse donc la parole au docteur Catherine Umbrecht pour la première partie de ce webinaire. Merci Mélanie. Bonsoir à tous, chères donneuses, chers donneurs de sang et peut-être de plasma déjà aujourd'hui, peut-être de plasma demain. Je vais donc parler ce soir avec vous de ce qu'est le plasma et dans quelle mesure il représente aujourd'hui un enjeu sanitaire qu'on peut qualifier de majeur dans le paysage hospitalier français, européen et plus largement international. Alors Mélanie, je veux bien que vous passiez la diapositive suivante. Merci. Donc le plasma, c'est un liquide en fait représente la majeure partie du volume sanguin. Pour moi-même qui fais 70 kilos, j'ai approximativement 5 litres de sang et bien plus que 2 litres et demi de ce volume est représenté par mon plasma. Le plasma, c'est un liquide jaunâtre dans lequel flottent des globules blancs qui servent à la défense contre les infections, des globules rouges qui sont nos petits taxis à oxygène, et les plaquettes qui nous permettent de coaguler lorsqu'il y a une plaie. Donc ce plasma, on le voit bien lorsqu'on centrifuge une poche de sang, comme vous avez la photo en bas à droite. Les éléments les plus lourds, c'est les globules rouges, ils vont tomber au fond. L'élément le plus léger, c'est le plasma qui surnage. Et puis entre les deux, cette couche un peu grisâtre que vous voyez, qui est plutôt blanche, c'est un mélange de globules blancs et de plaquettes. Donc quand on centrifuge, on arrive à séparer les trois futurs produits transfusionnels que nous sommes capables de préparer. Alors ce plasma lui-même, il est surtout composé d'eau, à 90% c'est de l'eau, mais c'est également un véhicule de transport de minéraux, comme par exemple le sodium, le potassium, le calcium, le zinc, le magnésium. C'est également un véhicule de transport pour les nutriments qui proviennent de la digestion au niveau intestinal. Et donc le plasma va transporter eh bien, les sucres, les protéines, les lipides vers les organes qui ont besoin de ces nutriments. Et puis le plasma transporte également des protéines. Alors, certaines viennent de l'alimentation, mais d'autres sont produites directement par le foie. Notre organe, le foie, est capable de produire des protéines, et notamment des protéines qui servent à la coagulation.
Et puis enfin, il y a une catégorie très particulière de protéines qui sont produites par les globules blancs. Alors j'ai mis la petite photo des lymphocytes, qui sont des globules blancs très particuliers et qui étaient dessinés de cette façon-là dans Il était une fois la vie. Je ne sais pas si vous connaissez ce dessin animé. L'épisode sur le sang est formidable, il n'a pas du tout vieilli. Donc je vous encourage à le regarder, il est disponible sur YouTube. Donc voilà, les protéines plasmatiques, elles sont très importantes en fait dans l'usage qu'on va faire à l'hôpital du plasma. Le plasma est utilisé de deux façons pour les patients. Il y a le plasma qui est disponible en poche, ce qu'on appelle le plasma frais congelé, qui va être décongelé avant l'usage à l'hôpital. Donc ça, c'est le plasma qui est directement produit et délivré aux patients par l'Établissement français du sang. Mais le plasma est également utile pour produire des médicaments. Dans ces cas-là, le plasma qui est prélevé en France par l'Établissement français du sang est transféré sous forme de poche congelée au laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, le LFB, qui va fractionner, donc séparer les différentes composantes du plasma en médicaments. Et ces médicaments seront ensuite dispensés par les pharmacies des hôpitaux. Donc il y a deux circuits, un produit transfusionnel et un plasma qui devient des médicaments. Alors, on va d'abord parler du plasma transfusionnel. Le plasma transfusionnel, donc, qui se présente sous forme de poche, comme vous voyez au milieu, en haut. Là, il est emballé dans une coque de plastique parce que lors du transport à l'état congelé, le plastique est fragile, donc il est suremballé dans une coque en plastique pour les transports. Ce plasma, il sert le plus souvent en association aux globules rouges et aux plaquettes pour soigner des hémorragies de grand volume. Donc, je vous ai mis des petites photos pour illustrer ces hémorragies de grand volume. Le plus classique, c'est l'accident de la route, avec des traumatismes multiples, avec des plaies au niveau des organes, avec des fractures multiples, ça saigne beaucoup. Ça peut être également la chirurgie osseuse, la chirurgie cardiovasculaire, la chirurgie de la colonne vertébrale sont des interventions qui peuvent saigner plusieurs litres de sang au cours d'une seule intervention. Et puis on oublie encore, mais malheureusement, il y a des accouchements qui se passent mal, qui nécessitent des transfusions. Et heureusement d'ailleurs, ça permet de sauver directement la vie de la maman qui est en train d'accoucher. C'est ce qu'on appelle l'hémorragie de la délivrance, lorsque le placenta se détache mal de l'utérus après l'expulsion du bébé. Donc, par exemple, pour vous donner une idée, pour remplacer à peu près la moitié de mon volume sanguin, moi qui fais 70 kg, pour remplacer 2,2 litres de mon sang, il faudrait me transfuser 4 poches de globules rouges, une poche de plaquettes et 4 poches de plasma. Donc 4 poches de plasma égale 4 dons de sang à la base. Alors le plasma médicament, lui, il est issu du fractionnement par l'industrie du fractionnement par le LFB. Donc le plasma prélevé en France par l'EFS ne peut être fractionné que par le LFB. Ce LFB est un laboratoire public. Il appartient à l'État comme l'EFS appartient à l'État. Donc il appartient à vous et à moi. On est vraiment sur un établissement qui garantit le bon fonctionnement sanitaire de cette filière en France. Le LFB a plusieurs sites, un en région parisienne, aux Ulysses, l'autre à Lille, et un troisième site en construction à Arras, qui entrera en fonctionnement au cours de l'année 2025. L'objectif de ce nouveau site est d'augmenter la capacité de production de médicaments, des médicaments injectables. Quand on parle de plasma médicaments, ce ne sont pas des comprimés, ce sont des petits flacons. Alors des flacons qui peuvent contenir un liquide ou alors de la poudre qu'il va falloir resolubiliser pour perfuser le patient. Donc dans ces médicaments dérivés du sang, il y a l'albumine, il y a des facteurs de coagulation, des sérums anti-infectieux et des immunoglobulines qui sont produits à partir de la décongélation des poches de plasma que l'EFS adresse au LFB. Et ensuite, les poches sont mélangées entre elles pour faire des grandes quantités de plasma matière première.
Il y a des procédés industriels qui vont permettre de séparer les différentes protéines, soit par des gradients de chaleur, soit par une séparation à l'alcool, soit par des colonnes de filtration. On va passer à la suivante. Alors, le produit principal que le LFB arrive à extraire du plasma, c'est l'albumine. L'albumine, c'est une protéine de très grosse taille qui permet en fait de retenir l'eau dans nos vaisseaux. C'est également une protéine qui permet de transporter beaucoup d'hormones et des médicaments. Donc, c'est un produit très utilisé en service de réanimation, dans les services qui s'occupent des maladies du rein et dans les services de gastro-entérologie. Alors, les maladies rénales peuvent entraîner des fuites d'albumine. Il peut y avoir une fuite d'albumine qui passe du sang vers les urines. Le foie, parfois, quand il fonctionne mal, peut être en déficit de production. C'est le cas, par exemple, des cirrhoses, les cirrhoses du foie. Et puis, certaines maladies qui sont heureusement beaucoup plus rares, les brûlures extrêmement graves, ou alors la photo en bas à droite que vous voyez, c'est un patient qui a fait une allergie médicamenteuse grave et qui a un décollement généralisé de sa peau. Donc, en fait, tout le liquide sous-cutané s'échappe et il va perdre énormément de liquide et d'albumine. Et donc, on va devoir l'hydrater beaucoup par perfusion, mais également lui passer de l'albumine pour essayer de retenir l'eau dans les vaisseaux. Je vois qu'il y a une personne qui a levé la main. Nous répondrons à vos questions à la fin de ce webinaire. Je vous invite à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure. Merci. Alors, une autre catégorie de médicaments, c'est les facteurs de coagulation. Alors, ils sont fabriqués à la base par le foie et le LFB est capable de les séparer en plusieurs médicaments. Alors, ces facteurs de coagulation permettent en fait de constituer la colle. Lorsqu'il y a un saignement qu'on se coupe au bout du doigt, par exemple, les plaquettes vont faire une sorte de filet de pêche que vous voyez sur la petite photo, là, les longs fils. C'est les bras des plaquettes qui viennent s'accrocher les unes aux autres pour faire un filet de pêche. Ce filet de pêche retient en fait les globules blancs et les globules rouges. On va dire que ce sont les poissons. Et puis l'eau qui fuit entre les poissons, eh bien, c'est le plasma. Et le plasma contient ces facteurs de coagulation qui vont permettre de faire la colle entre les poissons et le filet. Donc, ces facteurs de coagulation sont fractionnables par le LFB et on va pouvoir apporter au patient qui en manque le facteur de coagulation qui est nécessaire. Donc, par exemple, c'est le cas pour les hémophiles, cette maladie qui entraîne des hématomes extrêmement graves dans les articulations et qui entraîne beaucoup de douleurs. C'est également la possibilité de fabriquer des flacons d'antidotes pour les malades qui sont surdosés en anticoagulants. Je suis sûre que dans votre entourage, vous avez des patients, des proches qui sont sous Préviscan, sous Syntron, sous Coumadine. C'est des médicaments qu'il est difficile d'équilibrer, d'avoir la bonne dose. Eh bien, parfois, il y a des surdosages qu'on peut en fait réverser avec ces médicaments dérivés du sang. Aujourd'hui, les besoins de ces médicaments sont presque stables. Il y a également la possibilité pour le LFB d'extraire du plasma des sérums contre certaines maladies infectieuses. Donc, je vous ai illustré à gauche la personne qui se blesse ou qui se coupe avec un élément métallique rouillé ou avec un rosier. Il y a sur ces surfaces des bactéries qu'on appelle le tétanos. Eh bien, lorsqu'on n'est pas à jour de sa vaccination contre le tétanos et qu'on vient aux urgences pour se faire suturer, on va évidemment faire un rappel de vaccin et on va également apporter au patient qui est blessé une dose de sérum antitétanique qui aura été extrait du plasma de donneurs de sang qui, eux, ont récemment fait un rappel de vaccin. Donc, ça permet de protéger le blessé de l'apparition de la maladie tétanique. Il y a également des sérums de protection contre l'hépatite B. Et puis enfin, les immunoglobulines. Alors, c'est actuellement notre préoccupation principale en termes d'approvisionnement pour les hôpitaux. Les immunoglobulines, elles sont donc produites par les globules blancs des donneurs. On appelle ça également des anticorps. Elles sont produites par une famille très particulière de globules blancs qu'on appelle les lymphocytes B et qui va produire ces immunoglobulines en réponse à une infection, qu'elle soit bactérienne ou virale.
par exemple, on attrape le rhume, eh bien, nos globules blancs qui sont dans le nez vont produire des anticorps, ces immunoglobulines qui vont venir se déposer à la surface de l'intrus, donc de la bactérie ou du virus. Et puis, ça va permettre de bien les repérer, ces intrus. Les macrophages, qui sont une autre catégorie de globules blancs, qui sont nos globules blancs un peu poubelles, vont venir manger la bactérie ou le virus recouvert de ces immunoglobulines. C'est donc en fait des molécules qui permettent d'améliorer la défense contre les infections. On va passer à la suivante. Voilà, alors ces immunoglobulines, elles servent dans beaucoup de tableaux hospitaliers sévères. Donc là, j'ai parlé des personnes de l'usage anti-infectieux. Il y a des patients qui ne sont pas capables en fait de produire suffisamment d'immunoglobulines au cours de leur maladie. Alors soit parce ils ont un cancer et ils ont un déficit de leur système immunitaire, donc de leurs globules blancs, soit parce que le traitement de leur cancer, la chimiothérapie, les affaiblit de façon prolongée pour la défense anti-infectieuse. Donc, ces patients qui sont immunodéprimés ne produisent pas assez d'immunoglobulines et on va leur en administrer sous la peau ou en perfusion toutes les 3 semaines, parfois 2 fois par semaine pour certains, pour se défendre de façon plus efficace contre les infections. Il y a également des patients qui ont des maladies auto-immunes, donc c'est des maladies où leur système immunitaire attaque leur propre enveloppe. Eh bien, pour apporter des bonnes immunoglobulines, eh bien, on va le faire par administration externe, donc provenant d'immunoglobulines fabriquées à partir de dons de plasma. Nous avons des grosses difficultés pour avoir suffisamment d'immunoglobulines dans les pharmacies hospitalières. Il y a régulièrement des ruptures d'approvisionnement dans certaines spécialités, donc certains laboratoires ou d'autres. Le LFB est concerné évidemment aussi. Et la Haute Autorité de Santé, la HAS, a dû émettre en fait des priorisations. Elle a dû rédiger des notes pour les pharmaciens hospitaliers pour leur dire en cas de pénurie, eh bien, il va falloir prioriser tel patient par rapport à tel autre, ce qui est une situation extrêmement inconfortable pour les pharmaciens et pour les médecins prescripteurs, mais angoissante pour les patients qui savent dont ils ont besoin de ces molécules et qui ne les ont pas à la dose prévue ou au rythme prévu. Alors, comment produisons-nous ces plasmas transfusionnels et ces médicaments dérivés du plasma en France? Tout part d'un don. Alors, d'un don de sang. Le don de sang permet de séparer les globules rouges, les plaquettes et le plasma. Et ce plasma qui va être principalement prévu pour un usage transfusionnel va partir vers les hôpitaux, notamment pour traiter les hémorragies. Sur cette filière, l'Établissement français du sang a le monopole en France pour la transfusion civile et les besoins en plasma sont couverts. On peut également obtenir du plasma par un don de plasma directement. Donc, Dr Forni va vous expliquer comment ça se déroule juste après. Ce plasma qui est prélevé directement lors du don, il va rejoindre le laboratoire français du fractionnement ou des biotechnologies pour devenir des médicaments. Et là, malheureusement, en termes de couverture de nos pharmacies hospitalières, on en est extrêmement loin, puisque nous sommes autosuffisants en France seulement à 35% des besoins. Et il y a par ailleurs une concurrence mondiale sur la filière de fractionnement du plasma. Il y a des dons de plasma à l'étranger qui ne suivent pas le même modèle, notre modèle bénévole de dons en France. À l'étranger, il y a la possibilité de faire des dons rémunérés. Et ces dons rémunérés permettent de produire des médicaments dérivés du plasma à l'étranger qui vont être importés en France par les hôpitaux pour compléter ce que la France n'est pas capable de produire en propre. Alors j'aimerais quand même préciser que nous adressons plus de 3 millions de poches de plasma au LFB par an. Ça, c'est le plasma prélevé par l'EFS en France. Pour obtenir un seul lot d'immunoglobulines, il est nécessaire d'avoir 4 500 litres de plasma et donc 15 000 poches de plasma. Pour obtenir des tout petits flacons, on part d'une très très grosse quantité de plasma au démarrage. C'est pour ça qu'il est difficile en fait d'alimenter cette filière
d'avoir assez de plasma au départ pour produire assez de petits flacons à la sortie. Alors, ces besoins en immunoglobulines, c'est ce qui tracte aujourd'hui les besoins en prélèvement de plasma au niveau mondial. Vous avez ici les petites barres oranges qui sont le nombre de mètres cubes, donc de milliers de litres de plasma qui sont nécessaires au niveau mondial. Vous voyez que la courbe est constamment ascendante et elle suit la courbe verte, qui est la courbe des besoins en immunoglobulines. Donc, c'est ce besoin en immunoglobulines qui est directement la source de l'augmentation des besoins en plasma au démarrage. Alors, ce plasma, il est surtout utilisé dans les pays qui ont les moyens de le prendre en charge au niveau des hôpitaux et des assurances maladie. Donc, vous voyez que les besoins sont surtout présents en Amérique du Nord, en Europe et dans la zone de l'Asie et du Pacifique. L'Afrique et l'Amérique du Sud sont très peu consommateurs de médicaments dérivés du plasma aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas la structure hospitalière suffisamment développée et les moyens d'acheter tout simplement ces médicaments dérivés du plasma. Quand on regarde la deuxième carte, qui est la carte de production, donc de prélèvement de plasma, vous vous rendez compte qu'il y a un déséquilibre majeur entre l'Europe et l'Amérique du Nord, puisque la majorité du prélèvement au niveau mondial proviennent d'Amérique du Nord et en particulier des États-Unis d'Amérique. 85% du plasma fractionné au monde est prélevé aux États-Unis, où les dons peuvent être rémunérés. Donc j'espère vous avoir convaincu qu'il est nécessaire en fait d'avoir des médicaments dérivés du sang pour répondre aux besoins des patients. Nous avons un enjeu majeur dans les 5 à 10 ans qui viennent d'arriver à renforcer notre autonomie sanitaire en médicaments dérivés du sang. Ce n'est pas seulement la France qui est concernée, c'est toute l'Europe. Nous importons 65% de nos immunoglobulines. Nous devrions, pour être autosuffisants, prélever 2 900 000 litres de plasma. C'est 3 fois plus qu'aujourd'hui. Et pour ce faire, on ne va pas se mettre à prélever brutalement 3 fois plus de dons de sang. On n'a pas besoin de 3 fois plus de globules rouges ou de 3 fois plus de plaquettes. Donc le seul levier, c'est de prélever du plasma et seulement du plasma. C'est donc le levier de la plasmaphérèse que Dr Forni va vous expliquer. Et le modèle le plus protecteur pour le donneur et le receveur, c'est le modèle où le donneur n'est pas rémunéré. On n'a pas de doute sur sa sincérité lors de l'entretien pré-don, sur son état de santé à lui et les risques qu'il ferait prendre au receveur. Donc c'est ce modèle qui existe en France, il est précieux, il faut le protéger. Et donc on aimerait convaincre davantage de donneurs français de rejoindre le monde de la plasmaphérèse. Je vous remercie de votre attention et puis je vais laisser la main à Mélanie pour vous passer la vidéo concernant Elona. Oui, merci beaucoup Catherine. Donc effectivement, on va vous partager maintenant les témoignages d'Elona et sa maman. Donc comme je vous le disais en introduction, Elona est une petite fille qui reçoit des médicaments dérivés du plasma. Je vous laisse découvrir en vidéo son histoire, sa maladie et pourquoi tout simplement le don de plasma est si important. Tu te souviens, Elona? Non, pas trop. Elona, quand elle était bébé, elle était en permanence malade. Elle avait des infections ORL, elle vomissait des bols de glaire, on allait à l'hôpital, on était démunis, on ne savait pas du tout comment faire. Personne ne savait ce qu'elle avait et j'ai eu la chance et l'opportunité de rencontrer dans ma carrière professionnelle un médecin coordinateur qui m'a dit mais Valérie, tu devrais aller à l'hôpital, je vais t'ouvrir des portes et je te propose d'aller à Debré pour voir et faire des explorations parce que peut-être qu'elle a un déficit immunitaire. Et à partir de là, donc, on a été dans les hôpitaux spécialistes.
elle est vouée en fait à tout le temps être malade parce qu'elle n'a pas de système immunitaire comme tout à chacun, qui est fait normalement. Et à partir de là, on est obligé d'avoir accès à des substituts, justement à des perfusions d'immunoglobulines pour qu'elle vive comme tout à chacun et qu'elle ne soit plus malade. Qu'est-ce que tu fais les lundis, toutes les 4 semaines? Je vais à l'hôpital pour qu'ils me font une piqûre et ils me donnent du produit pour que je vis. Exactement. En fait, Elona, toutes les 4 semaines, elle va faire une perfusion. Elle arrive à 8h45 jusqu'à 18h. Et donc un jour c'est papa, un jour c'est maman, un jour c'est mamie. Et pendant toute la journée, elle a des perfusions d'immunoglobulines. Et en même temps, elle peut bénéficier de sa scolarité en visioconférence. Je peux aller à l'école, je peux faire du sport et je peux vivre comme tout le monde. Oui, comme tout le monde. Elle peut jouer avec ses copines, elle peut aller à la piscine. On a la joie, surtout quand on est maman, et je l'insiste, d'aller avec sa fille chercher des chaussures, chercher des vêtements. Avant, on achetait tout sur Internet. Elle va jouer avec ses copines, elle va aux anniversaires. Dans la classe, on n'est plus contraint d'avoir des lingettes, donc on vit comme tout le monde. C'est très important. C'est que du bonheur, voilà. On voudrait vous dire merci. Merci à vous. Merci. Mince, excusez-moi, je me mets à pleurer. C'est vrai, c'est grâce à eux en fait. C'est grâce à eux que ma fille est comme ça. Là, tout simplement. Voilà. À ma fille. C'est grâce à eux que tu es comme ça. C'est grâce à eux qu'elle grandit. C'est grâce à eux qu'elle est magnifique, qu'on vit. Donc merci. Je pense que même merci, c'est un tout petit mot par rapport à... Et merci au nom de son frère aussi, au nom de son papa, au nom de la famille, au nom de tout le monde qui nous entoure, de pouvoir nous donner la possibilité de nous épanouir comme une famille normale, et de vivre même avec des animaux. Voilà, je crois qu'on peut dire que merci à ma fille. Tu dis merci. S'il vous plaît, donnez-moi des voitures blanches pour que je puisse vivre comme tout le monde. Jouer avec mes chiens, jouer avec les animaux, jouer avec mes meilleurs amis. Et sinon, je serais dans une chambre d'hôpital. Donnez votre plasma. Alors Elona vous parle de voiture blanche parce que dans Il était une fois la vie, c'est comme ça qu'on lui a expliqué sa maladie parce qu'elle était toute petite. Donnez le plasma pour que ma fille puisse vivre et d'autres enfants qui ont la même maladie. Parce que sans ça, comme elle le dit, elle serait dans un lit d'hôpital, elle ne pourrait pas profiter de sa famille, elle ne pourrait pas profiter de la vie de tous les jours. S'il vous plaît, donnez le plasma. Je vous remercie infiniment et je vous remercie au nom de la famille. Je pense au nom de tous les malades qui ont un déficit immunitaire, dans ceux qui sont dans le même cas. Donc s'il vous plaît, donnez le plasma. Voilà pour ce témoignage très touchant d'Elona. Donc maintenant, on va vous expliquer concrètement comment donner son plasma, comment ça se passe, qui peut donner, où donner. Pour cela, je laisse la parole au docteur Christophe Forny, qui est responsable adjoint des prélèvements de l'EFS Grand Est. Merci Mélanie, bonsoir tout le monde. Content de vous retrouver autour de cet écran pour vous expliquer finalement comment faire pour aider Elona, comment faire pour donner du plasma et comment ça se passe pour ceux qui n'ont pas encore donné, les conditions pratiques et aussi
les besoins à travers les plasmaphérèses, qui sont ces prélèvements qui se font avec un appareil que l'on verra tout à l'heure. Au niveau du parcours du don, il est identique à ceux qui ont déjà fait des dons de sang, puisque on arrive sur un lieu de collecte ou sur une maison du don, en l'occurrence, puisque les prélèvements de plasma se font sur nos maisons du don. Ils se font sur rendez-vous pour mieux maîtriser la gestion des prélèvements, puisqu'ils durent plus longtemps, on verra tout à l'heure, et qu'on a un certain nombre de machines, un parc dédié sur chaque maison du don. Donc les prélèvements se font sur rendez-vous pour qu'il y ait une bonne gestion aussi bien du temps pour les donneurs que pour l'équipe de prélèvement. Et donc après, ben, une fois qu'on arrive sur la maison du don, on a à procéder à son enregistrement, à remplir le questionnaire médical, hein, qui nous prépare à l'entretien qu'on aura par la suite avec un médecin ou un infirmier qui valide notre aptitude. Et si l'aptitude est bonne, on passe au prélèvement. Et donc là, on verra après comment se déroule ce prélèvement. Et encore une fois, comme pour les dons de sang, il y a à l'issue du prélèvement une période de repos, de pause, de surveillance aussi, où le donneur va récupérer ses forces après un don, comme pour le don de sang. Donc c'est la partie collation, où le donneur est invité à rester encore 20 minutes chez nous, le temps de se restaurer, surtout de se réhydrater. Donc tout ce parcours, il faut compter à peu près entre 1h15 et 1h30. Ça ne veut pas dire que le prélèvement dure 1h30, hein, il dure à peu près entre 40 et 50 minutes, mais c'est l'ensemble du parcours, bien entendu, qui nécessite ce temps à prendre pour pouvoir effectuer l'ensemble de ce parcours et notamment le prélèvement. Donc voilà un peu les conditions pratiques qui sont assez proches d'un don de sang. Il faut savoir que on ne peut n'avoir jamais rien donné, ni don de sang et ni don de plasma, pour être immédiatement donneur de plasma. Ça veut dire qu'il n'est pas nécessaire d'avoir d'abord réalisé un don de sang pour ensuite faire un don de plasma. On peut très bien être candidat d'emblée pour être donneur de plasma et s'inscrire dans la filière des donneurs de plasma en prenant rendez-vous et en se présentant sur une maison du don. Donc il n'y a pas de préalable pour donner son plasma d'avoir auparavant réalisé son don de sang. Pour l'optimisation de son temps passé sur le prélèvement, notamment sur le déplacement, puisque les gens se déplacent vers les maisons du don, il est bon aussi de pouvoir s'auto-évaluer. Sur notre site internet, il y a une rubrique qui permet de savoir, avec quelques questions, si je suis éligible pour donner mon sang et mon plasma aussi, par voie de conséquence. Et ça évite parfois de se déplacer inutilement. Ou en tout cas, en cas de doute, il y a aussi des numéros de téléphone où vous pouvez joindre un membre de l'équipe, voire même jusqu'à un médecin, qui peut par téléphone vous dire si vous êtes éligible pour un don de plasma. Donc ça, c'est le screening qu'on fait auparavant et qu'on peut faire sur le site don de sang. Et après, ben, une fois qu'on est éligible, on va pouvoir prendre rendez-vous sur le site internet ou sur l'appli. On peut télécharger aussi une application sur notre smartphone sur lequel on peut créer aussi notre espace donneur. Si on est déjà donneur, on a accès aux dons qu'on a déjà fait. On a accès aux lieux de collecte et aux dates des lieux de collecte où on a l'habitude de donner et aux horaires d'ouverture des maisons du don. Et donc, si on fait un focus sur le Grand Est, nous avons plusieurs maisons du don qui réalisent des prélèvements de plasma sur le Grand Est. On en a, je crois, ne pas me tromper, 8 qui font des prélèvements de plasma. Voilà, on les a ici.
de 4, 6, 8, c'est bien ça, avec des horaires d'ouverture très larges, puisque nous sommes ouverts toute la semaine, du lundi jusqu'au samedi, avec des horaires qui permettent aussi, bien sûr, aux donneurs de pouvoir venir quand ils sont disponibles. On est ouvert entre midi et 2, on est ouvert aussi le soir jusqu'à 18, 19 heures, les samedis matins, comme je vous l'expliquais. Donc, on a mis en place des horaires aussi qui soient compatibles avec la disponibilité des donneurs. Donc, on a pris rendez-vous. On peut le faire par appel, on peut aussi appeler, hein, si on n'est pas trop à l'aise sur le site internet. On peut aussi appeler, il y a un numéro de téléphone dédié pour notre centre d'appel, et puis vous pouvez prendre rendez-vous directement avec un de nos collaborateurs sur la maison du don de votre choix. Donc une fois qu'on a fait l'accueil, qu'on a fait l'entretien préalable au don, on passe au prélèvement. Alors là, il y a bien sûr une petite différence par rapport au don de sang. Ce qui ne change pas, c'est la voie d'abord. C'est une voie d'abord veineuse, uniquement au pli du coude, et une voie d'abord unique, c'est-à-dire qu'on n'est prélevé que sur un bras, hein. Il n'y a qu'un bras qui est prélevé. La différence, c'est que le sang qui va couler ne va pas couler directement dans la poche comme pour un don de sang, mais va passer dans l'appareil que vous voyez là en train de fonctionner, qui est un appareil qui va tout simplement filtrer, si vous voulez, le sang. C'est-à-dire que, comme l'avait expliqué le docteur Ombrecht, le sang, c'est du solide et c'est du liquide. Le solide, ce sont les cellules, notamment les globules rouges, et le liquide, c'est le plasma. Et nous, ce qu'on veut, c'est garder que le plasma. Et donc, par un effet de filtre, comme un tamis, ben, les éléments solides vont être récupérés dans le petit réservoir que vous voyez qui se remplit, et le liquide va passer dans la poche que vous apercevez au bas de la machine, et ce plasma qui est de couleur jaunâtre va pouvoir être récupéré, et le réservoir, pardon, va être rendu au donneur. Donc c'est cette technique qu'on appelle aphérèse, hein, c'est vraiment ça l'aphérèse, c'est de pouvoir séparer pendant le prélèvement les différents éléments du sang. Ben, cette technique, elle se fait aussi par petites séquences, hein, pour la bonne tolérance du donneur. On va évidemment pas prélever d'un coup 2-3 litres de sang pour pouvoir récupérer la quantité de plasma qu'on veut. Non, ça se fait par petites séquences où on prélève quelques centaines de millilitres, on fait le tri, on rend, on reprélève, on trie, on rend, et ça se fait comme ça pendant 7, 8, 10 fois selon le volume que l'on souhaite récupérer. Donc c'est vraiment fait pour le confort du donneur, hein, parce que ça fait des petits millilitres qui sont récupérés, et pendant le don, le donneur boit tout simplement, et ça lui permet de récupérer une partie de ce qui est collecté. La contrainte, en revanche, c'est que comme on le fait en plusieurs fois, ça dure plus longtemps, hein. Ça dure à peu près, comme je vous l'ai dit, 45 minutes. On prélève en fonction du poids, hein. Il faut savoir que le volume de plasma qui va être récupéré, on a des abacs qui sont adaptés à la morphologie de notre donneur, à son sexe, à son poids, à sa taille, de manière à ce que la partie qui est récupérée soit parfaitement bien tolérée et récupérée ensuite par le donneur. Le maximum de plasma que l'on peut collecter pour un donneur, et ça c'est notamment chez les hommes, hein, qui ont une corpulence qui le permet, c'est 750 millilitres. Donc sur les 2,5 litres qu'évoquait Catherine, que chacun d'entre nous possède à peu près, hein, plus ou moins 500 millilitres, bah, sur ces 2 litres, on va en prélever maximum 750 millilitres sur une séance de prélèvement de plasma. Pour le plasma, je l'ai dit, la durée est plus longue. Au niveau âge, c'est là aussi, ça peut changer par rapport au don de sang, puisque le don de sang, on peut donner jusqu'à 70 ans révolus. Pour le don de plasma, c'est limité jusqu'à 65 ans révolus, mais il faut toujours avoir 18 ans, bien entendu. Ça reste un don qui est à réaliser à partir du moment où on est majeur. Au niveau du poids, alors on marque au minimum 55 kg, mais c'est à nuancer. On a des donneurs de moins de 55 kg que l'on accepte aussi. Donc ça, c'est aussi par rapport à la morphologie, la tolérance, par rapport au volume que l'on peut collecter, et aussi peut-être par rapport au groupe sanguin. Je n'ai pas de scrupule à prélever un donneur ou une donneuse qui fait 52 kg et qui est du groupe AB. Je préfère la prélever en plasma que la prélever en sang.
par rapport à l'usage qu'on peut faire des globules rouges AB versus le plasma AB. L'autre avantage pour le plasma, c'est que l'on peut donner plus fréquemment, étant donné que pour les dons de sang, on peut donner toutes les 8 semaines, avec un maximum de 6 fois par an ou de 4 fois par an pour les femmes. Et le facteur limitant dans le délai et la fréquence des dons de sang, c'est la régénération des globules rouges par l'organisme, puisque là, on va récupérer dans un don de sang total les globules rouges, et avant de pouvoir reprélever du sang, il faut attendre que l'organisme les ait reconstitués. Et ça prend quelques semaines. Et c'est pour ça qu'on fixe à 8 semaines le délai pour que quand on reprélève, on soit certain que le donneur a bien récupéré tous ces globules rouges. Pour le plasma, comme vous l'a expliqué le docteur Umbrecht, c'est un mélange d'eau, de sel et de protéines. Eh ben, en buvant et en mangeant après, tout de suite après le don et dans les jours qui suivent, vous récupérez très rapidement cette quantité parce que c'est ingéré. Et on n'a pas besoin d'attendre que l'organisme les fabrique. Et donc 2 semaines après un don de plasma, on peut refaire un don de plasma. Et c'est 2 semaines aussi de délai entre un don de sang et un don de plasma, par exemple. Donc ceux qui donnent du sang peuvent très bien, entre des dons de sang, caler un don de plasma avec un respect minimum de 2 semaines entre les différents dons. Donc je le dis, il n'est pas nécessaire d'avoir déjà donné. Il faut un bon capital veineux quand même, un peu supérieur à un capital veineux, c'est-à-dire des bonnes veines, on va dire, hein, au niveau du pli du coude, un peu supérieur à ce qu'on a l'habitude pour un don de sang, parce que il n'y a pas simplement un prélèvement, vous l'avez vu sur la machine, il y a un aller-retour. Donc la machine va rendre les globules rouges et elle va le rendre sous une certaine pression évidemment, et donc si on a des veines qui sont trop fines, trop fragiles, sous l'effet de cette pression, la veine ne peut pas tenir, parfois ne pas tenir, et entraîner un hématome ou une interruption du prélèvement. Donc le capital veineux est aussi important. Donc le don de plasma est cumulable avec le don de sang, ça se fait sur rendez-vous, ça se fait en maison du don. L'ensemble du parcours donc dure environ 1h30, et on est particulièrement intéressé pour les donneurs AB à double titre. D'abord parce que pour l'utilisation de transfusion labile, hein, puisque vous avez vu que le plasma, on peut le transfuser directement à des patients, comme pour les globules rouges, eh ben, on a les donneurs de groupe AB, qui eux sont donneurs universels en plasma. C'est-à-dire que leurs globules rouges ne peuvent être donnés qu'à des malades AB, ce qui représente moins de 5% de la population, alors que leur plasma peut être transfusé à 100% des malades. Donc le plasma AB, le donneur AB qui se sait AB, il a tout intérêt à s'orienter plutôt vers la filière plasma à 100% et ne plus donner de sang, parce qu'on a davantage de besoins de plasma AB que de globules rouges AB. Ce que je souhaitais aussi expliquer, que j'ai vu dans les échanges et les questions que vous aviez posées, si ça fatigue plus qu'un don de sang, alors non, ça ne fatigue pas plus, et parfois ça fatigue même moins, parce qu'on n'a pas cet effet qu'on peut ressentir au don de sang, parce qu'on va perdre aussi du fer, forcément, si on prélève les globules rouges, et on peut avoir un petit coup de mou dans les jours qui suivent. Pour le plasma, c'est pas le cas, parce qu'on rend les globules rouges, et donc on rend aussi le capital en fer qui est détenu dans les globules rouges. Quelqu'un demandait aussi que parfois son prélèvement était interrompu parce que le plasma était trop gras. Alors oui, sans rentrer dans le détail, la machine, pour savoir distinguer le plasma des globules rouges, hein, quand elle aura séparé, eh ben, elle le fait par un rayon laser. Si vous voulez, il y a un rayon laser qui passe à travers la tubulure, et tant que le rayon laser traverse, il dit je suis dans du liquide, donc le plasma est translucide. Dès que les globules rouges arrivent, ça devient opaque, le rayon laser est interrompu, et donc la machine sait que là, elle doit interrompre la récupération du plasma et lancer un cycle de retour. Sauf que si votre plasma il est opaque dès le départ, le laser, il va prendre ça comme étant du plasma, et c'est du opaque, et il n'y aura pas de différence de densité avec les globules rouges qui vont arriver après, et donc ça fait passer des globules rouges. Et donc ça interrompt la machine, ça interrompt la procédure. C'est pour ça qu'on demande aux donneurs de ne pas forcément, avant de donner, manger une raclette, et puis également un millefeuille ou bien un demi-reblochon. C'est pas forcément bienvenu, puisque ça risque d'interrompre le prélèvement à cause d'un plasma trop gras. Voilà ce que j'avais à dire sur les dons. Donc, où donner on a fait, les rendez-vous on a vu.
Donc les prélèvements, c'est important de les réaliser, c'est important de les renouveler aussi, hein. On a un slogan en Grand Est, c'est un don par saison, hein. C'est-à-dire faut fixer dans sa tête, ben, tiens, cette année, je vais essayer de faire mes 4 dons. Et donc, ben, si on en fait un par saison, c'est plus facile à retenir, tout simplement parce que vous avez pu remarquer que quand on donne son sang, on donne. Quelqu'un disait, oui, on sauve 3 vies. Pourquoi? Ben parce que ben, d'une poche de sang, on récupère globules rouges, plaquettes et plasma, et chacun va être transfusé à 3 malades différents. Donc, avec une poche de sang, on peut soigner 3 patients. Vous avez vu que pour le plasma, c'est l'inverse. Il faut être plusieurs milliers de donneurs de plasma pour récupérer quelques flacons d'immunoglobulines parce qu'ils sont représentés avec quelques milligrammes seulement dans ce qu'on prélève. Donc, il faut être là ensemble, collectivement, pour pouvoir arriver à ben, fabriquer ces médicaments nécessaires et notamment les anticorps qui servent à Elona à vivre une vie comme les autres. Voilà, merci. Merci beaucoup, Christophe, pour toutes ces explications. Je vais maintenant laisser la parole à Marie-Charlotte, qui est donneuse de plasma et qui va vous raconter son expérience de donneuse. Bonsoir à tous, donc je suis Marie-Charlotte, j'ai 42 ans et je donne du plasma sur la maison du don de Troyes. Alors, on va reprendre un petit peu ce qu'on vient de dire en vous parlant de mon expérience à moi. Alors déjà, la première chose, c'est que je trouve que c'est très très facile de prendre rendez-vous. Maintenant, il y a les applications, on a une application sur le téléphone, c'est très facile de prendre le rendez-vous ou sur le PC. Donc moi, je prends rendez-vous très facilement. C'est très facile d'annuler ou de modifier son rendez-vous si on a besoin, si on a un empêchement ou si jamais on est finalement malade avant le rendez-vous. L'application est très facile. C'est un petit peu comme un Doctolib. C'est vraiment très facile d'utilisation. On a besoin seulement d'une pièce d'identité pour venir à l'accueil. On nous réclame une pièce d'identité et on nous demande d'être bien hydraté. Comme on l'a vu, on prend quand même beaucoup de liquide par le plasma. Pour bien tolérer le don, c'est important, on nous demande d'être bien hydraté. Donc moi, je bois beaucoup la veille déjà, parce que ça aide beaucoup le jour du don. Et le matin, avant de donner, je bois bien régulièrement pour arriver en étant bien hydraté, pour que le don se passe bien. Pour ma part, c'est le don, je donne à peu près moi, en 40 minutes, à peu près, entre 30 et 40 minutes, ça dépend. Plus on est hydraté et plus ça va vite. J'ai déjà fait l'expérience en étant un petit peu moins hydraté, c'est vrai que c'est un petit peu plus long. Donc, entre 30 et 40 minutes. Donc, on remplit le questionnaire médical accueil. On voit le médecin ou l'infirmier, infirmière qui nous autorise le don ou qui peut parfois être amené à nous contre-indiquer pour certaines raisons. Et puis le don ensuite, donc c'est tout à fait facile. On sent uniquement, c'est indolore en fait. On sent quand on pique. Comme pour le don de sang pour ceux qui l'ont déjà fait. Et après, c'est vraiment très transparent. Pendant une demi-heure, moi, je sens absolument rien. Ça passe très vite. Moi, j'en profite en général pour bouquiner ou pour travailler un petit peu sur le PC. Voilà, c'est très facile. J'ai jamais eu de soucis particuliers pendant mes dons. Bon. Après, une fois que le don est terminé, donc comme l'a dit le docteur Forny, c'est la collation, le moment où on récupère un petit peu. Je sais moi sur la maison du don, c'est un moment qui est très convivial parce qu'on est très bien reçu. On a des petits plateaux, tout le monde est aux petits soins pour nous. C'est assez sympa. Je sais que par exemple là, bientôt à Noël, ils vont nous faire des petits plateaux avec, il y a des petites bûches. Enfin, c'est sympa. Il y a des petites. Tout est fait pour que l'expérience soit sympa et qu'on soit content de venir et qu'on soit content de revenir. Moi, je sais que je suis pas du tout fatiguée après. Si je bois bien, vraiment, c'est transparent pendant le don et après le don, je récupère très vite. Il y a vraiment pas de souci. Moi, j'essaye de donner à peu près une fois par mois. Donc, ça me prend
Voilà, globalement, 1 heure et demie, 1 heure et demie par mois. Je le compare à Elona qui passe, elle, une journée par mois à l'hôpital, qui a 10 ans. Ça me prend moins de temps de l'aider, elle, et puis tous les malades, que elle à recevoir les médicaments. Donc, voilà, c'est rien à faire, ça prend vraiment très peu de temps. Et quand on voit le témoignage d'Elona, on peut être que fier et que avoir envie d'aider et de revenir régulièrement donner. Voilà ce que j'avais à dire. En tout cas, je suis très fière et je reviens donner régulièrement et avec grand plaisir. Merci beaucoup, Marie-Charlotte, d'avoir pris le temps de témoigner, surtout en ce jour spécial, puisque j'ai un petit lutin qui m'a transmis l'information. Donc, joyeux anniversaire, doublement merci pour ton témoignage. Merci beaucoup. On va maintenant passer au temps d'échange. Alors, je vois qu'il y a des mains qui sont levées. Alors, malheureusement, on ne peut pas vous donner la parole dans le paramétrage du webinaire. Donc, si ce n'est pas encore fait, ceux qui ont la main levée, n'hésitez pas à aller écrire votre question dans la conversation. Il y a Carole qui recense toutes les questions. Donc, je vais laisser la parole à Carole pour nous poser les questions et nos docteurs se feront un plaisir d'y répondre. Bonjour à tous, merci Mélanie et joyeux anniversaire à Marie-Charlotte du coup. Alors la première question, c'est les poches de globules rouges sont issues des dons de sang. Si la composition du sang est respectée via les poches lors d'une transfusion, quelle est la proportion des produits qui proviennent de chaque type de don, plasma, plaquettes et sang? Je vais prendre la main. Merci pour cette question. Alors, je vous ai montré une diapositive tout à l'heure pour vous montrer ce qu'on appelle les ratios, les bons ratios lors d'une hémorragie. Donc, on va apporter lors du traitement d'une hémorragie le même volume de globules rouges et de plasma, parce que le ratio naturel entre les globules rouges et le plasma est de l'ordre de 45 à 55%. Et quand on a donné au moins 6 poches de globules rouges et de plasma cumulés, il faut rajouter une poche de plaquettes. Donc, quand on part sur un choc hémorragique, ce qu'on appelle un état de choc hémorragique, donc une hémorragie massive, les anesthésistes, les réanimateurs, les urgentistes prescrivent en général 3 poches de globules rouges, 3 poches de plasma, ou alors 4 plus 4, plus une poche de plaquettes. Et à chaque fois qu'on est obligé de represcrire ces proportions-là, on va de nouveau rajouter des plaquettes. Pour vous donner un exemple, la semaine dernière, il y a eu un accouchement qui ne s'est pas très bien passé à Reims. Cette jeune maman, le bébé va bien, la maman va bien aussi, elle a reçu 38 produits sanguins, donc dans ces proportions-là, en l'espace de 5 heures. Et grâce à ça, eh bien, l'histoire se termine bien. Mais ça veut dire aussi 38 produits, donc presque autant de dons, pour arriver à faire en sorte que tout le monde rentre à la maison avec un coup faim. Voilà. Donc, dans un don de sang, il y a déjà les bonnes proportions, je vois oui. Alors, par exemple, les militaires, je vous donne un exemple concret. Le centre de transfusion des armées a des poches de sang qui n'est pas séparées. Donc, lorsqu'ils partent en intervention, en opération extérieure, actuellement en Ukraine, par exemple, les hôpitaux militaires et les postes médicaux avancés sont approvisionnés en du sang qui n'a jamais été séparé. Donc, globules rouges, plasma et plaquettes sont dans la poche d'origine. Et ça permet d'avoir les bonnes proportions tout de suite et de gagner du temps dans les contrôles pré-transfusion. Voilà. Donc, le sang total existe toujours, mais surtout dans un usage militaire. Merci Catherine. Alors deuxième question, quels sont les besoins en plasma actuellement? En manque-t-on? Alors, je vais peut-être répondre sur les besoins, comme l'avait évoqué Catherine dans une dia. On ne répond pas avec les prélèvements de plasma actuels à la demande
de médicaments, notamment dérivés, les immunoglobulines, puisque 65% sont importés. Pour pouvoir, si on voulait avoir l'ambition d'y arriver à faire 100% d'autosuffisance, il nous faudrait 2,9 millions de prélèvements en France. Actuellement, cette année, on devrait en faire à peu près 880 000 prélèvements sur l'ensemble du territoire français. Notre objectif, il est moins ambitieux que de vouloir assurer une autosuffisance à 100%. L'objectif qui a été fixé en termes d'enjeux de santé publique, hein, au niveau de nos tutelles, et l'EFS a été missionné par nos tutelles pour ça, c'est d'arriver à horizon 2028 à prélever 1,4 million de litres, pardon, je parlais de litres, hein, c'est 880 000 litres qui vont être livrés au LFB cette année, et on a comme mission d'arriver à 1,4 million de litres en 2028, ce qui représentait à peu près 50%, c'est-à-dire d'avoir un rééquilibrage qui passerait de 35% à 50% et inversement de dépendre non plus de 65% de produits importés, mais de 50%. Mais ça ne peut pas se faire sans une mobilisation des donneurs de plasma, puisque c'est en augmentant le nombre de plasmaphéreses qu'on va réussir à passer à une augmentation de presque 50% par rapport à ce que l'on collecte cette année. Voilà l'enjeu. Alors pourquoi est-ce que les immunoglobulines augmentent? J'avais vu ça dans une question aussi. Pourquoi est-ce que les besoins augmentent d'année en année? Catherine l'a un peu évoqué, c'est qu'il y a des maladies pour lesquels on a fait des tests, hein, des essais de traitement par les immunoglobulines, comme des maladies auto-immunes, des maladies rares, des maladies de déficit immunitaire, avec des résultats. Et donc forcément, il y a de plus en plus de patients qui bénéficient de ces traitements. Au niveau mondial, il y a de plus en plus de patients aussi qui habitent dans des pays où le niveau sanitaire permet d'accéder aussi à ces médicaments. Et donc nécessairement, la demande de ces immunoglobulines au niveau mondial augmente parce qu'il y a davantage de patients qui peuvent en bénéficier. Je vais compléter, Christophe, si tu veux bien, le poids croissant des besoins en immunoglobulines pour les patients qui sont suivis pour un cancer. Vous savez que la cancérologie a fait d'immenses progrès dans les traitements des patients sur les 20 dernières années. Ça veut dire que les patients vivent plus longtemps avec leur cancer, plus longtemps sous chimiothérapie et plus longtemps du coup avec un déficit en immunoglobulines. Donc leur survie est également tributaire de notre capacité à leur fournir les immunoglobulines dont ils ont besoin, à la fréquence dont ils ont besoin et à la dose dont ils ont besoin. Donc le nombre de patients traités ne fait que croître. Voilà. On essaye de suivre la demande et puis on a des grosses difficultés à y parvenir, d'où le webinaire de ce soir. On espère qu'on vous aura convaincu. Alors, question suivante, est-il possible d'avoir un suivi, même approximatif, de notre sang, s'il est donné à la science, en don pour les médicaments? Si oui, comment? Et sinon, pourquoi? Alors, je pense que la personne qui a posé cette question évoque la possibilité peut-être de récupérer les résultats d'analyse qui sont faits sur les dons. Christophe, je ne sais pas si tu comprends la question comme moi. Oui, c'est pas très précis, effectivement. Donc, Voilà. en tout cas, il y a des Alors, analyses qui sont faites de manière systématique sur chaque don, que ce soit des dons de sang ou dons de plasma. Ces analyses servent à qualifier le don, c'est-à-dire à s'assurer que, au niveau du produit, il n'y a pas de pathogènes, notamment, hein, de germes ou autres. Et ça permet aussi de vérifier certains éléments liés à la tolérance au don, notamment une numération globulaire qui permet de vérifier que la personne n'est pas anémique, que la personne n'a pas un problème au niveau globules blancs et autres. Ces analyses, si elles sont normales, elles ne donnent pas lieu à délivrance d'un résultat au donneur. Par contre, si toute anomalie qui est détectée entraîne bien sûr une information du donneur et voire même, on le rappelle, pour lui apporter l'information et l'orienter vers un suivi médical. Alors, la question était un suivi de ce que devient notre sang. Alors, à ce jour, il n'y a pas d'information du donneur sur le devenir de ces produits.
Donc, vous n'êtes informé que s'il y a eu une anomalie, en fait, au niveau des analyses qui sont faites pour chaque don. Il y a, par exemple, je sais qu'au Québec, par exemple, il y a une information automatisée qui arrive au donneur en disant, bien, aujourd'hui, un de vos produits a été transfusé. C'est une idée qui est intéressante, avec laquelle on a déjà commencé à réfléchir. Sachez en tout cas, là, je peux vous dire que l'Établissement français du sang est au niveau mondial celui qui utilise au maximum chaque don. On a des taux de péremption des produits qui sont extrêmement faibles, qui sont beaucoup plus faibles que certains de nos voisins, parce que nous sommes d'un établissement national, que les produits sont répartis de façon extrêmement fine sur le territoire, qu'il y a des produits qui passent de Perpignan à Carcassonne, à Annecy, à Dunkerque, pour que les produits soient bien là où il faut, au moment où il faut. Et donc, il y a extrêmement peu de pertes de produits parce que le produit est arrivé au-delà de sa durée limite de conservation. Je ne sais pas si ça répond à la question de la personne. Voilà. Carole? Alors, on a une question qui revient plusieurs fois. Pourquoi la limite d'âge est de 65 ans révolue? Alors pour les dons d'aphérèse, effectivement, elle est de 65 ans révolue. Ah, d'abord parce que c'est la loi. C'est inscrit dans la loi. Donc c'est pas l'EFS qui fixe les règles. Donc l'éligibilité, elle est fixée par des directives, par des différents textes qui sont bien sûr basés sur le niveau de tolérance. Hein. De même que la fréquence des dons. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas donner plus que 4 fois en don de sang pour une femme? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas donner plus de 24 fois en plasma par an? C'est fixé par les conditions d'éligibilité, les conditions de tolérance aux dons. Et vous avez remarqué que les dons de plasma, ce sont des prélèvements où il y a une circulation extracorporelle. C'est-à-dire que le sang, il est traité et il est en dehors du corps pendant un certain temps. Ce qui fait qu'après 65 ans, on considère que le niveau de tolérance pour ce type de don peut être moins bon qu'avant 65 ans, puisqu'après 65 ans, on sait qu'on ne va pas forcément courir ce marathon à la même vitesse qu'on a couru à l'âge de 20 ans. Donc voilà, c'est établi par rapport à la tolérance du donneur, par rapport à sa récupération, et de manière à ce qu'il puisse donner dans les meilleures conditions et le plus longtemps possible en sang ou en plasma. Alors, est-il prévu de construire des maisons du don supplémentaires pour que les gens puissent se déplacer plus près de chez eux et plus souvent? Alors Alors, c'est dans le cadre justement de ces nouveaux objectifs d'augmentation de prélèvement de plasma qui ont été fixés par le gouvernement, euh, la création de nouvelles maisons du don est très clairement dans les tuyaux, à l'étude. Créer une maison du don, ça prend du temps parce qu'il faut trouver des locaux adaptés, il faut les adapter à notre activité. Il y a des autorisations, évidemment des permis de construire ou des permis de travaux, mais également après un agrément par l'Agence nationale de la sécurité du médicament, donc par l'ANSM, qui est notre policier sanitaire, on peut dire ça comme ça. Il y a également des contrôles par le LFB pour voir si le prélèvement de plasma sur la maison du don est conforme à leur cahier des charges. Tout ça, ça prend du temps. Donc, on ne peut pas créer des maisons du don en 3 mois. Ça prend en général plus d'1 an, mais c'est clairement à l'étude. C'est également à l'étude dans le cadre de l'investissement et des frais qui vont avec. Donc, c'est dans les discussions que nous avons avec la Direction générale de la santé, notamment. Et nous savons que c'est un levier certain pour élargir l'accès des donneurs aux dons de plasma. Ça veut dire aussi embaucher du personnel, trouver du personnel, acquérir des équipements, des nouvelles machines, etc., etc. Alors, est-il possible de donner son plasma lorsqu'on ne peut pas donner son sang quand on est en anémie?
Alors oui, sous certaines conditions, c'est vrai qu'il y a des seuils de taux d'hémoglobine, puisque l'anémie est liée à un taux d'hémoglobine. Il y a des seuils en dessous desquels on ne peut pas prélever du sang total. C'est par exemple 12 grammes pour une femme ou 13 grammes pour un homme. Pour le plasma, on a un seuil de tolérance de 0,5 grammes, c'est-à-dire qu'une femme, jusqu'à 11 grammes 5, on peut lui prélever du plasma, moyennant, bien entendu, le jour du don, la réalisation d'une hémoglobine pré-don, notamment pour ceux qui connaissent, en prélevant une goutte de sang au bout du doigt. Donc il y a cette petite tolérance parce que justement, on rend les globules rouges, donc il ne va pas y avoir d'aggravation de son taux d'hémoglobine, mais en dessous de 11 grammes 5 pour une femme ou 12 grammes 5 pour un homme, on ne peut prélever ni sang ni plasma. Alors, on a des questions aussi sur la rémunération du don. Si ce système fonctionne aux USA et qu'on finit par le racheter, pourquoi ne pas réfléchir à rémunérer les donneurs français? Alors, je vais répondre. Il n'y a pas que les États-Unis qui rémunèrent les dons de plasma. Nous avons 4 pays en Europe qui le font également. Donc, l'Allemagne, la République tchèque, la Hongrie et un quatrième. Enfin, il y en a 4 en tout. La rémunération, évidemment, ça peut être une incitation au don. Mais c'est également un biais dans la sincérité du donneur lorsque, aux États-Unis, il y a beaucoup de donneurs qui donnent leur sang parce que ça leur fait un appoint financier dans la gestion de leur budget du quotidien. Et lorsqu'on a besoin d'argent pour boucler ses fins de mois et qu'on donne du plasma pour boucler ses fins de mois, on peut être tenté de ne pas être sincère lors de l'entretien pré-don. Alors, ce n'est pas tellement un souci par rapport à la sécurité du receveur, parce que le plasma, une fois qu'il est mélangé par l'usine de fractionnement, il est retraité contre un certain nombre de virus ou de bactéries. Donc, ce n'est pas tellement le sur-risque vis-à-vis du receveur qui pose problème, c'est le sur-risque vis-à-vis du donneur. Un donneur peut être en mauvaise santé et prendre pour lui-même des risques à donner son plasma, mais ne pas dire qu'il a des soucis de santé parce qu'il a besoin d'argent. Donc, les donneurs rémunérés prennent pour certains d'entre eux des risques pour leur propre santé qu'en France, nous ne sommes pas prêts à accepter. Et il y a des pays comme le Danemark, par exemple, qui ne rémunèrent pas le don en général, mais le don de plasma en particulier, et qui est autosuffisant en plasma pour sa production de médicaments dérivés du plasma. Donc, si les Danois sont capables de le faire, il n'y a pas de raison que la France n'y parvienne pas. Donc, nous sommes extrêmement attachés, aussi bien les associations de donneurs bénévoles que le gouvernement, que l'Agence du médicament, que la France, à ce modèle de bénévolat, parce qu'il est la meilleure garantie possible de sécurité pour le donneur, mais pour le receveur, mais également pour le donneur en particulier. Voilà, je ne sais pas si j'arrive à vous convaincre là-dessus. Je préciserai aussi que Exemple concret. la loi en France, la loi bioéthique, a bien confirmé la non-marchandisation du corps, hein, des éléments Voilà. du corps. Et le plasma, le sang, la moelle osseuse, ça fait partie des éléments du corps. Donc on a cette volonté en France, hein, c'est le choix de société qui ne souhaite pas que soit rémunéré tout don de soi, hein. Donc après, on peut revoir la loi, mais la loi, elle est comme ça, et c'est une loi en tout cas que l'EFS partage, hein. C'est un modèle éthique que l'on soutient depuis très longtemps. Le quatrième pays, c'est l'Autriche. Ça vient de me revenir. Et l'Autriche, actuellement, la Croix-Rouge autrichienne qui effectue les dons de sang pour le secteur public sanitaire autrichien est maintenant en concurrence pour ces dons dans l'agglomération viennoise, par exemple. Il y a des donneurs de sang de la Croix-Rouge qui étaient fidèles et qui ne donnent plus leur sang pour aller donner leur plasma contre rémunération dans la même agglomération. Donc la Croix-Rouge est actuellement en Autriche en difficulté pour avoir assez de dons de sang, donc assez de poches de globules rouges, assez de plaquettes. Donc lorsqu'on a le double système qui cohabite dans un seul pays, ça entraîne des effets collatéraux vraiment, vraiment difficiles à gérer. Et puis bon, bah, voilà, Christophe vous l'a dit, c'est la loi, mais la loi, elle a un fondement moral sur lequel, pour l'instant, en France, tout le monde est totalement en harmonie. Voilà.
Alors, une toute dernière question. Quelles analyses sont faites sur la poche du donneur? Alors, les analyses qui sont faites sur la poche du donneur, il y a évidemment le groupe sanguin qui est fait à chaque don. Il y a la numération, c'est-à-dire le comptage des globules rouges, des plaquettes et des globules blancs. Il y a la recherche d'anticorps dirigés contre les globules. Et puis, il y a des recherches de certains agents infectieux. Donc, on cherche par exemple la syphilis, on cherche l'hépatite C, l'hépatite B, l'hépatite E, l'hépatite A, et puis le VIH. Hein. Selon les voyages qu'a effectué le donneur dans les mois qui précèdent, parfois on peut également chercher le paludisme. Donc voilà les analyses qui sont faites à chaque don. Nous ne faisons pas un check-up de santé. Hein. On cherche ce qui est nécessaire pour la sécurité du receveur. Hein. Ce n'est pas un bilan de santé pour le donneur, c'est un bilan de sécurité pour le patient qui va être transfusé avec les produits. Merci Catherine. Alors sinon, vous êtes plusieurs à avoir commenté en disant que vous donnez votre plasma et que vous en êtes fiers. Ben, merci à vous. Et puis je laisse la parole à Mélanie Oui, pour conclure ce webinaire. Oui, merci Carole pour avoir recensé ces questions. Merci à vous tous pour vos questions. Ce webinaire touche donc à sa fin. Merci à tous les intervenants pour les explications, pour les témoignages. Et merci à vous tous pour votre intérêt d'avoir participé à ce webinaire. Alors, comme je l'ai dit en introduction, pour ceux qui n'étaient pas là, ce webinaire est enregistré actuellement et on vous enverra demain un lien replay. Donc, vous pouvez voir, revoir et surtout partager ce webinaire autour de vous. Vous avez compris l'importance de parler du don de plasma, de donner, mais aussi de redonner son plasma. Les besoins des malades sont énormes. Donc, n'hésitez pas à programmer un don de plasma, d'y aller avec vos proches. Nos équipes seront ravies de vous accueillir sur nos différentes maisons du don du Grand Est. Surtout en ce moment, je me permets un petit rappel, on est à quelques jours des fêtes de fin d'année et pour nous, c'est toujours une période compliquée. C'est une période chargée pour tous personnellement. On a plein de choses à penser, les fêtes à préparer, mais les malades ne prennent pas de vacances, la maladie ne connaît pas de pause. Donc, c'est des périodes où Nous sommes malheureusement nos ouverts les maisons du don 24 sont... et 31 décembre en plasma, Oui, tout à fait. pour info. Et nos maisons du don sont ouvertes, effectivement, et elles sont malheureusement souvent désertées durant ces périodes. Donc, voilà, si vous avez le temps, n'hésitez pas à programmer un don de plasma avant les fêtes de fin d'année. Ça aidera grandement les malades. Donc, merci pour votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année également. Et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.